Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Vanessa de vous recevoir à nouveau dans ce nouveau webinaire organisé par votre MEDEF territorial de l'Est parisien. J'en profite pour vous apporter le salut, le soutien et les vœux de courage et de bon moral de la part de notre président et de la part du bureau et du conseil d'administration, car nous savons tous pour les entreprises que la période est une période difficile, délicate, complexe. Et dans ce contexte-là, eh bien, avec Vanessa, on va essayer de vous donner quelques conseils pratiques, d'essayer d'évoquer avec vous la problématique de la reprise qu'on vous a proposé sur un titre peut-être un peu badin, un peu, je dirais, avec un petit peu d'humour et de décalage. Hein. Je reprends, tu reprends, nous reprenons. Mais enfin, qui exactement va reprendre? Comment on va reprendre? Tout ça sont des questions que tout le monde se pose, que tous les citoyens se posent, tous les gens confinés se posent, et puis tout particulièrement parce qu'ils sont véritablement sur le front du sujet, bien sûr, les chefs d'entreprise et les entreprises. Il se trouve que ce matin, hier dans le monde d'hier, vous avez peut-être vu paraître la lettre qui a été envoyée par les grandes organisations patronales en France au ministre. Et donc, il y a une certaine corrélation entre ce qu'on va évoquer ce matin et ce qui est indiqué dans cette lettre, puisque dans cette lettre rédigée notamment co-signée notamment par le MEDEF au niveau national, eh bien, ce que l'on veut, c'est que en quelque sorte, le patronat, c'est le titre qui est indiqué dans le monde, le patronat veut être protégé par la loi. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reformuler tout ça, arrêtons de faire de l'entreprise le responsable de tout, quelle que soit la situation, et encore plus dans des situations de pandémie telles qu'on la connaît, parce que objectivement, la responsabilité des entreprises dans cette situation aujourd'hui n'est quand même pas démontrée. Bref, c'est un euphémisme bien sûr que de dire ça, et l'idée est de dire arrêtez de tout mettre sur le dos des entreprises qui ont déjà tellement de choses à gérer, tellement de choses à mettre en œuvre. Donc, n'en rajoutez pas, parce que, et on va le voir, ça va être l'objet de ce webinaire, et il y a effectivement un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les entreprises. Alors, sur la façon de procéder, ce que l'on vous propose avec Vanessa, je vais intervenir. Vanessa, à tout moment, sera en mesure de m'interrompre pour apporter des précisions, des témoignages de terrain ou des interrogations qu'elle a pu elle-même recevoir des entreprises. On va, si vous voulez bien, voir trois grandes parties en quelque sorte. La première, c'est qu'il me paraît important de rappeler quelles sont les obligations des uns ou des unes, on va dire les entreprises. Ça, il est important de le rappeler, on le sait, mais également, parce qu'on le sait moins, et il faut le rappeler, quelles sont les obligations des salariés eux-mêmes, car ce ne sont pas des gens irresponsables, les salariés. Ils engagent eux aussi, dans des situations comme celles que nous vivons, leurs responsabilités. Il est important de le rappeler pour montrer il n'y a pas une véritable réciprocité, mais il y a malgré tout une responsabilité qui est à prendre en compte. Ensuite, une fois qu'on aura posé ces bases, et il est important de les poser pour bien comprendre de quoi on parle, on évoquera plus précisément les questions de la reprise, bien évidemment, avec les mesures qu'il faut prendre, et vous savez que là-dessus, la documentation est importante, avec notamment, en lien avec cette reprise, et c'est une vraie source d'inquiétude, d'angoisse pour les entreprises, le fameux droit de retrait. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il ne va pas jouer le 11 mai? Est-ce qu'on va pouvoir obliger des gens à revenir travailler? Bref, toutes ces questions, on va essayer de se les poser, essayer d'y répondre le plus concrètement possible. Et puis enfin, un dernier sujet, qui est un sujet qui est d'une actualité lui aussi assez, tout à fait exacerbée, c'est celui du télétravail. Tout le monde s'y est mis, je dirais presque de façon spontanée à partir du 15 mars, sous réserve bien évidemment que ce soit possible. Et puis le télétravail se prolonge, et on s'aperçoit que c'est certes bien le télétravail, mais ça présente un certain nombre aussi non pas d'inconvénients, mais qu'il y a un certain nombre de risques, de précautions à prendre. Et on évoquera avec vous, si vous le voulez bien, cette question du télétravail qui n'est pas à prendre à la légère, notamment quand on voit, et vous devez aussi les lire, toutes ces enquêtes qui sont faites sur les gens qui se retrouvent alors qu'ils sont chez eux, alors qu'ils sont confinés dans des situations de souffrance, etc., liées au travail et liées au télétravail. On doit s'interroger sur ces aspects-là. Donc, si vous le voulez bien, on va reprendre donc le cours de ce webinaire. Je vais vous parler donc des obligations de l'employeur et du salarié. Commençons, si vous le voulez bien, par les obligations proprement dites de l'employeur. Obligations qui, comme vous le voyez, ont été rappelées très rapidement.
de façon très, très médiatique par le ministère, et qui a bien indiqué que les entreprises devront reprendre un impératif qui n'est peut-être pas si impératif que ça, mais devront reprendre leur activité à partir du 11 mai, mais elles ne reprendront pas comme ça du jour au lendemain. Il faudra qu'au préalable, elles aient procédé à ce que l'on appelle une évaluation des risques, une évaluation des risques pour convenir, mettre en œuvre les différentes mesures de prévention qui vont devoir s'appliquer afin de respecter, ou plus exactement de préserver la santé des salariés. Et donc, on sent bien qu'on a ce travail en amont qui est à faire, un travail en amont qui doit se faire en principe avec notamment les représentants du personnel quand on en a, mais si on n'a pas de représentants du personnel, eh bien, il faut effectivement y associer aussi le personnel qui peut avoir son mot à dire sur la façon de faire, car vous l'aurez compris, plus ce travail en amont aura ou va être fait d'ici lundi, ou du moins d'ici les prochains jours, plus la rentrée, c'est pas qu'elle se fera sans risque, mais se fera de façon peut-être plus sereine et sans forcément dans le cadre je dirais, d'une tension exacerbée. À ce sujet-là, je vous rappelle, et c'est important de le savoir, que parmi les multiples ordonnances et décrets qui sont sortis depuis le 15 mars, il en est une qui concerne les services de santé au travail. Il est important de rappeler que les services de santé au travail, dont on connaît l'importance et le caractère essentiel, eh bien, dans la mesure où il est plus difficile pour eux de faire du présentiel, des visites en présence, eh bien, le ministère leur a imposé en quelque sorte une nouvelle règle qui consiste à assister les entreprises justement dans toutes les mesures qu'il faut prendre, parce qu'effectivement, les médecins du travail sont les premiers à même de porter une appréciation sur les risques qui peuvent exister en cas de reprise. Alors, cette position du ministère, eh bien, ce n'est pas une position comme ça qui est une position politique ou d'opportunité, non. Il est toujours aussi important de rappeler les principes. Eh bien, c'est une position de principe qui résulte d'un texte qui est fondamental dans le Code du travail. Vous savez que ce Code du travail, dont on conteste, ou du moins dont on critique l'épaisseur, finalement, à bien y réfléchir, il n'y a qu'un certain nombre d'articles qui sont absolument déterminants. Et parmi ces articles déterminants, qui sont absolument essentiels et qu'il faudrait presque apprendre par cœur, une boutade bien sûr, de la part des entreprises, c'est le fait que, eh bien, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Mentale, vous voyez bien à quoi cela fait allusion. Ça fait allusion à tous ces risques que l'on appelle psychosociaux, qui sont non pas nouveaux, mais dont on a pris une certaine importance. On va dire peut-être qu'aujourd'hui, on est plus dans la santé physique que la santé mentale, mais comme on le verra, celle-ci ne doit jamais être ignorée et doit toujours être, je dirais, on doit toujours avoir conscience que ça constitue un vrai risque. Et donc, que nous dit cet article, qui est encore une fois un article de fond? Il vient nous dire, eh bien, l'employeur a cette obligation de sécurité. En d'autres termes, le salarié ne peut pas sortir de son travail plus malade qu'il n'y est rentré. Donc, vous voyez un peu l'obligation qui pèse sur nos entreprises. Et pour assurer cette sécurité, eh bien, l'employeur ne doit pas attendre qu'un accident arrive, ne doit pas attendre qu'une catastrophe se passe, qu'un sinistre intervienne. Non, il doit en amont, et ça revient à ce que j'indiquais tout à l'heure sur la position du ministre, il doit en amont prendre des actions, enfin mener des actions de prévention de ces fameux risques professionnels. Mais pour pouvoir prendre des mesures et pour pouvoir prendre des mesures de prévention, eh bien, il faut, comme l'indiquait la position du ministre, eh bien, faire des évaluations des risques, c'est-à-dire à quoi je m'expose, à quoi mes salariés vont s'exposer en venant travailler dans mes locaux. Et là, l'illustration de l'article que j'ai évoqué, à savoir l'article 41, 21, 20, je m'excuse, je passe voilà, la diapositive suivante, eh bien, comment ça se traduit? Ça va se traduire par un document que vous connaissez tous, mais que dans des temps plus calmes et plus sereins, vous avez, si vous l'avez fait, rangé consciencieusement dans un tiroir pour ne plus jamais le ressortir. C'est ce que l'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Eh bien, c'est ce document-là qui va en quelque sorte illustrer, confirmer l'obligation générale qui pèse sur vous en tant que chef d'entreprise, qui est la prévention des risques professionnels.
Et cette prévention des risques professionnels, eh bien, cette évaluation des risques et les mesures qui doivent être prises pour justement prévenir ces risques, eh bien, tout ça doit se trouver consigné par écrit dans ce fameux document unique des risques, d'évaluation des risques professionnels. Et c'est ce document que vous allez devoir reprendre chacun dans vos entreprises pour voir est-ce qu'il est à jour? Oui, non. Généralement, il n'est bien sûr pas à jour parce qu'on avait sûrement prévu beaucoup de choses comme risque, mais on n'avait sûrement pas prévu ce risque de pandémie. Et donc, dans le même temps où vous allez mettre en place les différentes mesures de distanciation sociale, etc., on reviendra dessus bien évidemment, eh bien, il va falloir les indiquer quelque part dans ce document. Et finalement, ce document, plutôt que d'être une contrainte administrative supplémentaire, ce sera pour vous un support qui vous permettra de tracer les mesures que vous avez mises en œuvre, qui vous permettra de conserver une mémoire de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez utilisé dans l'entreprise pour justement assurer la sécurité de vos salariés. Et donc, vous voyez que au-delà de la contrainte bêtement administrative, qui est encore un document administratif à remplir, il faut, à mon avis, considérer ce fameux document unique comme au contraire pour vous un outil, un partenaire en quelque sorte de la reprise et un partenaire qui vient seconder, appuyer la responsabilité qui pèse sur vous en tant que chef d'entreprise. Donc, l'importance de ce document est vraiment primordiale. Ne le subissez pas encore une fois, comme une contrainte administrative, mais finalement, et je connais beaucoup d'entreprises, notamment parmi celles là, qui nous écoutent ce matin, qui ont déjà pris un certain nombre de mesures tout à fait pertinentes, tout à fait intelligentes, tout à fait, comment dirais-je, efficaces. Eh bien, plutôt que de les égrener quelque part, vous avez ce document dans lequel vous allez pouvoir toutes les résumer et toutes les indiquer. Donc là aussi, soyez attentifs à ça et c'est absolument l'occasion aujourd'hui de réanimer, de réexhumer ce document que vous aviez sûrement dû laisser traîner dans vos tiroirs, mais qui aujourd'hui prend une importance tout à fait capitale. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que il y a ce que l'on appelle, et j'en terminerai sur ce sujet sur les obligations qui pèsent sur l'employeur. Et bien voilà pourquoi. Parce que de tous ces textes, de toute cette responsabilité, eh bien, il y a ce que l'on appelle le fait que l'employeur est soumis à une obligation de moyens renforcée. Et ça veut dire quoi, une obligation de moyens renforcée, sans vouloir jargonner bien évidemment? Ça veut dire que l'employeur ne peut s'exonérer de ses responsabilités que s'il prouve qu'il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention. En d'autres termes, je suis responsable, sauf si je rapporte la preuve que j'ai mis en œuvre toutes les mesures destinées à assurer la sécurité des salariés. Et vous l'avez compris, eh bien, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir, de façon exhaustive, de façon complète, à 100%, être complètement sûr qu'on a mis tout en œuvre? Sûrement pas. Et là, on comprend mieux ce que je vous indiquais en préalable de mes explications sur la lettre qui a été co-signée par le patronat, par les différentes organisations patronales françaises, dont le MEDEF. C'est cette fameuse responsabilité de moyens renforcés, eh bien, au moins dans des situations exceptionnelles, de la restreindre, parce que vous imaginez bien on trouvera toujours le moyen de venir dire que à tel moment, à tel endroit, il n'y avait peut-être pas suffisamment de masques, il n'y avait peut-être pas suffisamment de gel, vous n'aviez pas pris suffisamment de mesures pour respecter la distanciation sociale et que bien évidemment, c'est votre faute, votre grande faute, si un salarié s'est retrouvé malade. Et donc, voyez combien cette responsabilité de moyens, qui est une responsabilité forte, elle est renforcée, est une source de stress, d'inquiétude, à juste raison pour les entreprises, raison pour laquelle, j'y reviens, le patronat a souhaité essayer de la réduire autant que faire se peut. On est à l'état de projet, on est sur des discussions qui nous échappent peut-être, enfin du moins à notre niveau qui nous échappe peut-être un petit peu. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte-là, il me paraissait important, de vous rappeler d'où venait cette responsabilité, de vous dire qu'effectivement, elle existe et que face à ça, eh bien, ce qui sera toujours reproché à l'employeur, fondamentalement, c'est son inaction ou son inertie. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on est chef d'entreprise,
on est responsable du bon fonctionnement de ses salariés. Et c'est cette responsabilité d'ailleurs qui, vous le savez, va fonder le pouvoir de direction que vous avez sur les salariés et va donc fonder ce fameux lien de subordination qui fait que le salarié doit se soumettre aux prescriptions, instructions de son employeur. Vous voyez toute cette logique qu'il y a derrière. Eh bien, la contrepartie de ce pouvoir de direction, c'est cette fameuse responsabilité dont on sait aujourd'hui qu'elle a pris des proportions qui nous paraissent malgré tout exagérées. Alors, à partir de là, et sans vouloir bien évidemment trop dramatiser, mais on en arrive toujours, il faut toujours le dire, c'est le bout de cette responsabilité, bien évidemment, ça peut aller jusqu'à du pénal, savoir la mise en danger délibérée de la personne d'autrui, une faute d'imprudence, etc. Alors, là aussi, et on est entre chefs d'entreprise ce matin, c'est clair qu'il y a bien sûr des menaces qui planent, qui pèsent sur les employeurs, elles sont réelles. Je dirais que malgré tout, qu'il faut savoir relativiser et que les cas qui existent, certes, de responsabilité pénale mise en cause, servent souvent dans le dialogue social quand il est un petit peu franc, un petit peu vigoureux comme menace. Bon, il est parfois mis à exécution. Je dirais que sachez que c'est bien évidemment la responsabilité finale, la responsabilité pénale, bien évidemment, mais qu'avant d'en arriver là, eh bien, c'est tout l'intérêt pour l'entreprise peut-être d'assister à ce type de webinaire et surtout d'avoir pris un certain nombre de mesures en amont pour justement ne pas arriver à ces extrémités, l'extrémité étant la mise en cause de la responsabilité pénale, donc avec amende, voire éventuellement peine de prison, et qui pèserait sur l'employeur. Voilà le tableau, qui est un tableau que j'ai voulu, non pas trop noir, mais que j'ai essayé d'objectiviser le plus possible pour savoir à quoi il faut s'attendre et surtout ce qu'il faut faire. Mais avant, si vous voulez, de voir à proprement parler la reprise, je voudrais voir un autre aspect qui est souvent méconnu et qui, je ne vous le cache pas, fait souvent plaisir aux employeurs quand on en parle, c'est les obligations du salarié, qui est une vraie réalité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a effectivement une disposition légale qui suit la disposition légale dont je parlais tout à l'heure, qui pèse sur l'employeur et qui vient nous dire que chaque travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions de travail. En d'autres termes, et il est important de le rappeler de façon, comment dirais-je, forte, et c'est un vrai message à faire passer par les entreprises. Vous êtes, vous, entreprise, certes, responsable, et on l'a vu, et c'est une responsabilité qu'il faut pouvoir assumer. Alors, il y a bien sûr parfois des exagérations, d'où l'idée de savoir la restreindre, mais vous n'avez pas en face de vous, permettez-moi l'expression un peu triviale, des gens irresponsables. Vous avez en face de vous des salariés qui, eux-mêmes, doivent appliquer les règles de sécurité qui sont dans l'entreprise et qui doivent eux-mêmes faire attention à leur sécurité et à leur santé. Alors non seulement à la leur, mais aussi à celle des autres personnes, en d'autres termes, à l'environnement professionnel. Et là, vous voyez bien évidemment, ça fera partie des questions qu'on pourra voir tout à l'heure, les implications d'un tel principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une obligation qui pèse sur le salarié, qui est une obligation légale, eh bien, si cette obligation n'est pas respectée, je pense par exemple, dans les temps anciens, en tous les cas avant le 15 mars, du salarié qui ne portait pas ses équipements de protection individuelle, vous savez, les fameux EPI, c'est une faute. Alors, est-ce que c'était véritablement quelque chose qui était mis en œuvre au sein de l'entreprise? Peut-être pas forcément, mais aujourd'hui, le port du masque, qui constitue notamment un équipement de protection individuelle, eh bien, voyez tout le sens que prend cette disposition légale, à savoir qu'aujourd'hui, vous reprenez, vous mettez tout en œuvre pour que cette reprise se fasse au mieux pour assurer la santé et la sécurité des salariés, mais vous vous trouvez confronté à quelques récalcitrants, vous savez, ces gens qui s'estiment un petit peu au-dessus de tout. Moi, je suis jamais malade, moi, je suis très, très fort. Vous savez, c'est celui qui va braver le danger. J'ai toujours été en bonne santé, tout ça, ça ne me concerne pas. Eh bien, ce salarié-là, qui joue les bravaches, eh bien, il se met en faute. Et il se met en faute à l'égard des autres, mais il se met aussi en faute à l'égard de lui-même. Et fondamentalement, il se met en faute en sa qualité de salarié, avec, vous l'avez compris, les conséquences qui peuvent en découler, notamment sur la pérennité
ou plus exactement la non-pérennité de son contrat de travail, ou éventuellement des sanctions disciplinaires qui peuvent intervenir. Donc, ça, c'est très important, me semble-t-il, de le relever, de le savoir, à savoir qu'un salarié qui va enfreindre les règles, qui va, comment dirais-je, ne pas faire attention à sa sécurité, eh bien, il peut être mis en cause. Alors, je vous ai mis quelques exemples de jurisprudence ancienne, bien évidemment, mais qui montrent bien que c'est une question de principe dont on ne parle pas souvent, mais qui existent et qui sont fondées sur cet article que j'ai visé tout à l'heure et qui impose cette responsabilité aux entreprises. Alors, je ne dirais pas que l'équilibre est rétabli, je ne dirais pas qu'on se retrouve le 11 novembre au matin à égalité entre entreprises et salariés. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais malgré tout, cette responsabilité, elle n'est pas à sens unique, elle ne repose pas que sur vos épaules. Et pour que cette reprise se fasse dans des conditions les plus sereines possibles, eh bien, il appartient aux salariés de les respecter. Et donc, dans le cadre de votre pouvoir de direction, et là aussi c'est important, vous allez vous creuser la tête pour vous organiser avec tous les gestes de distanciation sociale qui existent, avec toutes ces mesures. Vous avez déjà dû beaucoup réfléchir à tout ça. Eh bien, vous avez exactement la possibilité, vous avez le pouvoir, vous avez même le devoir de faire respecter ces différentes mesures que vous allez prendre, que vous avez déjà prises. Et j'aurais presque envie de dire, gare à ceux qui ne les respectent pas, parce qu'ils mettent en danger non seulement, bien évidemment, leur santé, mais dans le cas aujourd'hui, on l'a bien compris, la santé des autres. Voilà ce qui me paraissait important de rappeler un peu au préalable pour poser les enjeux de cette fameuse reprise. Il est posé, vous l'avez compris, d'un point de vue juridique lié au droit du travail. Je n'aurais pas la prétention de déborder de mon domaine. Alors, maintenant, avant de voir un certain nombre de questions un peu pratiques, quelques problématiques liées à la reprise et notamment, vous l'avez compris, en ce qui concerne les mesures de prévention que vous aurez à prendre. Alors, deux points d'information, mais que vous connaissez peut-être déjà sûrement. La première, c'est que vous avez pour vous aider, et elles sont bien faites objectivement, mais vous le savez peut-être, des fiches conseils qui sont les différents conseils et préconisations, alors soit au niveau du ministère, soit au niveau des branches professionnelles. Là-dessus, il est important de les lire parce qu'elles sont généralement au plus près du terrain, elles sont généralement au plus près des préoccupations professionnelles qui sont les vôtres en fonction de votre activité. Donc c'est, je pense, leur lecture et leur appréhension par vous-même est absolument incontournable. Il vous faut aller regarder ces fiches conseils qu'on trouve assez facilement sur le ministère du Travail et que vous allez trouver sur les sites de vos syndicats patronaux respectifs. Elles sont importantes, elles vous donneront des idées parce que vous savez, il ne faut jamais partir d'une feuille blanche, toujours essayer de savoir ce qu'ont pu faire les autres, ce à quoi ont déjà pensé d'autres personnes. Donc je n'aurai comment dirais-je, enfin, vraiment un vrai conseil qui est de les lire. Alors maintenant, en tout bon juriste, mais vous allez me dire, tout ça sont des questions peut-être un petit peu théoriques, c'est quoi la valeur juridique de ces fiches conseils? Bon, alors bien sûr, c'est pas la loi, bien sûr, c'est pas des décrets, donc ils n'ont pas fondamentalement une vertu obligatoire. Hein. Là aussi, soyons modestes dans cette, comment dirais-je, dans les ambitions de ces différentes fiches. Mais vous l'aurez compris, il n'en reste pas moins que si à un moment donné vous êtes confronté à une difficulté, eh bien, la tendance naturelle de celui qui voudra mettre en cause votre responsabilité ou de tel juge qui voudra savoir si vous avez bien fait, si votre responsabilité, celle dont je parlais tout à l'heure, votre responsabilité de moyen renforcée a été respectée, la première chose qu'il fera, c'est très clair, il ira se renseigner pour savoir si au moins ces fiches, enfin, ces préconisations ont été respectées ou non. Donc, bien évidemment, nécessité pour vous d'en prendre connaissance parce que ce sont des éléments d'aide à la décision, d'aide à la réflexion qui sont absolument indispensables. Et parce qu'il y avait une multitude de fiches et que
peut-être parfois un petit peu difficile de s'y retrouver, le ministère, et il faut s'en féliciter, a établi en fin de semaine dernière, oui maintenant, un document que là aussi, dont la lecture, vous ne pouvez pas échapper à la lecture de ce document, qui est le protocole national de déconfinement pour les entreprises, que vous, si vous ne l'avez pas, que vous trouvez immédiatement si vous tapez protocole, sans même avoir fini de taper déconfinement, ça apparaîtra immédiatement sur votre moteur de recherche. Et là aussi, alors ce n'est pas une lecture forcément très agréable, mais vous avez un certain nombre de mesures à prendre en fonction de thématiques, la gestion des flux, vous savez, faire des sens de circulation dans l'entreprise pour que les gens ne se rencontrent pas, les lieux de pause ou les lieux de restauration, les EPI, on en parlait tout à l'heure, équipements de protection individuelle, on pense bien évidemment aux masques, on pense bien évidemment au gel, etc. Bref, toutes sortes de préconisations qui sont indiquées, avec aussi quand même malgré tout quelques limites qui sont posées, parce que c'est bien de vouloir faire de la prévention, mais rappelez-vous que on a affaire à du matériel humain, si vous me permettez l'expression, et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, un point que j'ai relevé là que je me suis permis d'indiquer dans les différentes thématiques, c'est celui des tests de dépistage. Ça peut être tentant, effectivement, pour une entreprise de mettre en œuvre des tests de dépistage. On peut comprendre, sauf que vous comprenez bien que de tels tests, clairement, se heurtent à la notion de santé, à la notion d'intimité, à la notion de vie personnelle. Et clairement, les entreprises ne sont pas adaptées, n'ont pas les moyens et n'ont pas notamment la légitimité de mettre en œuvre comme ça des tests de dépistage avec peut-être d'ailleurs du matériel, peut-être pas forcément très performant. Et donc, l'intérêt également de ce protocole de déconfinement, c'est à la fois de dire, ben voilà ce qu'il faut faire, mais attention, n'allez pas trop loin dans l'autre sens, parce que ça risquerait de porter atteinte à la vie privée, à la liberté, etc., à l'intimité, tout ce que vous imaginez derrière tout ça. Et derrière, il y a aussi toutes les problématiques du traçage, etc., etc. Donc, pour l'instant, je pense que ce protocole a au moins le mérite d'exister. Il est très pratico-pratique. Il a le mérite de pouvoir vous donner des pistes. Et au moins, dans les préconisations qui sont indiquées, je pense qu'à minima, il est impératif, mais ça je pense que vous le savez déjà, il est à minima impératif de les respecter. Vanessa, est-ce que sur ce que je viens d'indiquer, vous aviez des interventions à faire ou des précisions à apporter par rapport J'avais au juste une témoignage que vous aviez? petite précision à apporter par rapport au document unique d'évaluation des Oui. risques. Ça concerne toutes les tailles d'entreprise. Ah, très bien, oui. Souvent, on a l'impression que seules sont concernées les entreprises de plus de 50 salariés. Dès lors que vous avez un seul salarié dans l'entreprise, vous devez avoir ce document unique d'évaluation des risques, et c'est donc l'occasion aujourd'hui de le mettre en place si tel n'est pas le cas, parce que ça fait partie des demandes de l'inspection du travail en premier lieu, c'est de regarder votre document unique d'évaluation des risques, comme quoi il a été mis à jour, donc à minima le faire d'ores et déjà. Oui, vous avez complètement raison. Là, on est, quand de tout ce que j'ai dit, ça ne concerne pas, et vraiment Vanessa a complètement raison, les grandes entreprises, hein. On parle de TPE, on parle de PME, et ce fameux document. Alors d'abord, posez-vous la question, est-ce qu'il existe? Oui, non. On ne va pas faire de sondage parmi nos 70 présents. Et puis s'il existe, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il est déjà? Il faut déjà le retrouver. Et puis, une fois que vous l'aurez enfin retrouvé, lisez-le et vous verrez combien il n'est plus, ouais, Vanessa, on peut le dire à 90%, combien il n'est plus adapté à la situation de ce jour. Et donc, vous le prenez, vous remplissez de nouvelles cases par rapport aux mesures qui sont indiquées, hein, dans les confinements, et vous le complétez à la limite en reprenant les mesures qui sont indiquées dans le protocole. Mais Vanessa a très bien fait de rappeler cette précision totalement indispensable, qui est que c'est toute entreprise confondue dès qu'il y a un salarié. Alors peut-être, Vanessa, vous êtes d'accord, je vais lire un peu les questions élaborées, puis on verra s'il y en a d'autres qui viennent s'ajouter. Ça vous Très va? bien, c'est Parfait. parfait. Alors,
Bon, vous voyez, quelques mesures pratiques, j'y ai déjà répondu, vous l'avez compris, mais il était important de se les rappeler. Bon, quelles mesures concrètes doit prendre l'employeur? Ben, là, vous l'avez vu, c'est les mesures de prévention et ces mesures concrètes, pourquoi je dois les prendre? Ben, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il y a une obligation qui pèse sur vous, qui est une obligation légale, renforcée par la jurisprudence, etc., etc. Les mesures concrètes, ben, on les connaît toutes dans les grandes lignes, mais il y a maintenant des supports techniques, précis, concrets, qui vont vous permettre de les mettre en œuvre. Vous voyez, par exemple, dans le protocole de déconfinement, on vient dire que dans les bureaux, il faut avoir un espace de 4 mètres carrés par collaborateur. Donc, se pose toute la question de savoir qui je fais venir, qui je ne fais pas venir, etc. En tous les cas, voilà voilà les mesures qui doivent être prises. Alors, l'employeur doit-il mettre à jour le document unique? Ben oui, bien évidemment. Il doit le mettre à jour. C'est une absolue nécessité. Et d'abord, ça vous permettra à vous d'y voir plus clair. Et je trouve qu'il est toujours intéressant d'avoir un document, comment dirais-je, un peu synthétique qui permet de faire le point. Autre point important, je parlais tout à l'heure de CSE. CSE, vous savez, c'est pour les entreprises qui ont plus de 10 salariés. On n'a pas toujours un CSE. Donc, dans ces cas-là, il est clair que la concertation doit fondamentalement se faire avec les salariés, surtout si vous en avez peu. Il faut pouvoir entendre, je pense, je ne dirais pas revendications, mais on va dire leurs préoccupations, leurs inquiétudes. Et plus on arrivera au sein d'une entreprise, quel que soit son effectif, hein, et là je m'adresse vraiment aux TPE, PME, plus, je dirais, vous arriverez à trouver un consensus sur les modalités de reprise, plus effectivement cette reprise pourra se passer dans des conditions les plus satisfaisantes. On évoquera là tout à l'heure le fameux droit de retrait. Vous l'avez compris sans dévoiler ce que je viens d'indiquer, que le risque pour une entreprise, c'est d'être face à des salariés refusniques qui viendront dire « Attendez, moi, ma sécurité, elle n'est pas protégée et j'ai légitimement des raisons de penser, d'avoir peur. » Bon. Donc tout ça, il faut l'éviter parce que la reprise n'aura pas lieu ou se fera dans des conditions difficiles. Et là, il y a un travail de pédagogie par les entreprises qui est un peu nouveau et qui montre bien que beaucoup de choses sont en train de changer. Autre série de questions, les fameux risques psychosociaux. Bah oui, j'en parlais tout à l'heure. Votre DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, bah ça y est, vous êtes attaché aux aspects physiques. Est-ce qu'il faut aller plus loin? En théorie, oui. Je dis en théorie parce qu'après, il y a un peu des questions d'urgence, il y a des questions de temps. Il est normal que vous ne vous préoccupiez pour l'instant que des aspects de la santé physique. C'est légitime, on ne vous en voudra pas, mais vous devez avoir conscience qu'il va falloir à un moment donné vous préoccuper de ces risques psychosociaux qui peuvent être liés au fait que les salariés subissent un stress lié notamment au fait qu'ils sont en contact avec des clients, avec du public, etc., etc. Et on en parlera tout à l'heure en ce qui concerne le télétravail, et qui travaillent sans déconnexion et qui sont dans une situation de surtravail, de surcharge de travail. Car vous le savez, il y a une espèce de contradiction totale dans ce que l'on vit aujourd'hui entre une forme pas d'inertie, mais d'inactivité, et puis pour d'autres, alors c'est peut-être pas toujours les mêmes, bien évidemment, une suractivité quasiment mentale, et on est tous, et on le sait, et on est certains à l'être, quasiment branchés sur nos téléphones, webinaires, etc. Même si là, en ce moment, c'est un vrai plaisir pour moi de le faire, de l'animer avec vous, avec Vanessa. Et vous comprenez bien que ça peut, pour les gens qui font ça toute la journée, qui n'était pas prévu, ça génère effectivement des risques psychosociaux qu'il va falloir prendre en compte. Alors, ensuite, vous voyez, question pratique, que conseiller à une petite entreprise qui n'a jamais formalisé de DUERP? On va faire dans le pragmatique. DUERP, c'est un document standardisé, qui est facile à trouver. Je dirais qu'à minima, toutes les mesures et je parle bien à minima, toutes les mesures que votre entreprise a prises pour essayer de retravailler, de se remettre au travail, du moins partiellement, à partir du 11 mai ou un peu plus tard. Tout ce que vous avez mis en place, eh bien, à la limite, vous le mettriez sur un document noir sur blanc, sur un document qui serait ensuite communiqué à l'ensemble du personnel et qui ferait partie des notes de service, en quelque sorte, de l'entreprise, eh bien déjà ça, c'est important. Donc,
voilà comment on peut d'ores et déjà, si vous voulez, faire du DUERP sans le savoir. Vous voyez quelle considération comment dire, littéraire je fais allusion, mais au moins ça, c'est déjà bien de le faire. Vanessa, là-dessus, peut-être, est-ce que vous avez pour nos TPE, même PME, qui ne se sont jamais lancés dans la formalisation du DUERP, quelques conseils pratiques ou que vous avez pu avoir, dont vous avez eu connaissance dans le cadre des contacts que vous avez avec nos adhérents? Non, j'ai eu assez peu de questions par rapport au DUERP. La note de service, elle n'a pas un formalisme particulier, hein, parce que ça fait partie des questions qui sont posées. En reprenant les fiches conseils éditées par le ministère du Travail, ça permettra à l'entreprise de bien vérifier que toutes les mesures que dans toutes les mesures qu'elle a prises, elle est conforme aux préconisations du ministère du Travail et par-delà même pouvoir prouver sa bonne foi en cas de risque de contamination. Tout Et à fait. Voilà, et vous avez complètement raison, Vanessa. Et en fait, comme l'indique Vanessa, ayez toujours un peu ce sentiment de traçage, c'est important. Et donc, parce que dans 6 mois, il faudra peut-être se rappeler ce que vous avez fait exactement. Ce sera peut-être un peu, la mémoire aura peut-être été un peu oubliée, etc. Donc, il me paraît important de conserver une trace et à tout le moins, conserver cette trace de toutes les mesures que vous avez prises. Et puis plus tard, ensuite, vous l'appellerez des documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Alors, ça ne sera peut-être pas quelque chose de très, très, très orthodoxe, mais en tous les cas, ça aura le grand mérite d'exister et je peux vous assurer que ça sera pour vous un outil précieux pour l'avenir. puis, Autre je voudrais série de… rajouter, Oui, excusez-moi, un autre point allez-y, bien important. sûr. C'est une fois que vous allez faire une note d'information, que vous allez mettre à jour votre DURP, il faut s'assurer que toutes les préconisations qui ont été mentionnées soient respectées. Alors au début, tout le monde fera preuve de beaucoup de vigilance, les salariés inclus, et puis il y a un risque de relâchement au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont passer. Et c'est là où il est important pour l'employeur de rester vraiment extrêmement vigilant pour que ces mesures, elles continuent à s'appliquer tant que cela est nécessaire. Alors, vous avez tout à fait. Et là, je voudrais vous proposer comment dirais-je, de trucs, ou du moins de solutions très, très pratiques. La première, vous avez un CSE. Vous avez 15 personnes, vous avez pu élire votre CSE. Vous avez un peu informé votre CSE, enfin vous avez dû normalement informer votre CSE sur les mesures que vous avez à prendre. Et donc vous avez un procès-verbal qui vient dire, voilà, en vue du 11 mai, on a commandé tant de masques de telle matière, les gels hydroalcooliques seront disposés à tel et tel endroit. Bref, vous avez mis tout ça, c'est parfait, c'est superbe. Bien. Le conseil qu'on pourrait vous donner, ce serait que allez, on va dire 15 jours, après 15 jours, nouvelle réunion du CSE, et là, retour de terrain. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où est-ce qu'il faut apporter des améliorations? Est-ce que ça a été suivi? Est-ce qu'il y a eu des préconisations? Est-ce que les préconisations ont été respectées, etc., etc. Et ça sera très important parce que en ayant ce retour, ça vous permettra 2 choses. Un, de réorienter, de recadrer, de réadapter peut-être un certain nombre de mesures que vous aviez prises qui vous paraissaient pertinentes et qui finalement ne présentent aucun intérêt ou n'ont eu aucun succès. Donc peut-être de les revoir, de les réadapter. Et puis deux, j'en reviens parce que on fait du droit du travail et puis on défend des entreprises. Euh, Peut-être s'interroger de savoir ce que l'on fait de ceux qui n'ont pas respecté. Alors, peut-être pas forcément dans un premier temps rentrer dans le bâton, dans la procédure des militaires, mais il y a peut-être des recadrages à faire à un certain nombre de collaborateurs qui finalement, comme le dit Vanessa, au bout de 8 jours, finalement, allez, on se retrouve tous ensemble à la pause cigarette, et puis on ne fait plus tellement attention. Bon. Vous voyez, donc là aussi, ça me paraît important, et ça, vous allez le faire de façon structurée. Quand je dis structurée, parce que de cette réunion avec le CSE, il ne s'agit pas de se mettre à discuter, il faut qu'il en ressorte un procès-verbal. Alors, on ne vous demande pas que ce soit du Chateaubriand, hein, bien évidemment, mais un procès-verbal dans lequel on fait le bilan et puis on indique à nouveau les mesures qu'on va mettre en œuvre pour les adapter et voir éventuellement les sanctions qui peuvent peut-être à un moment donné intervenir. Donc là, vous aurez un beau procès-verbal. Et puis, si vous n'avez pas de CSE, j'aurais envie de dire c'est la même chose avec les salariés.
vous avez 5-6 salariés dans votre entreprise, vous les avez informés des mesures. Eh ben moi, le conseil qu'on peut vous donner avec Vanessa, c'est d'ici 15 jours, réunion du personnel, alors en visio, en tout ce que vous voulez, tout en respectant bien évidemment, ou pas d'ailleurs, si vous avez repris le travail, réunion avec le personnel, on fait le point, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, un peu comme avec vos représentants du personnel. Vous êtes aussi, à l'occasion de cette réunion, complètement fondé à rappeler les mesures que vous imposez, les instructions que vous donnez. Vous voyez, c'est un peu une espèce de piqûre de rappel. Et puis de tout ça, eh bien, vous en ferez un petit compte-rendu qui sera communiqué à tout le monde, à tous les salariés, hein, suite à la réunion. Voilà, je vous rappelle, voilà ce qu'il faut faire. Je vous rappelle qu'il est important de respecter telle et telle chose. Je vous rappelle que dans ce domaine, finalement, on va procéder autrement. Bref, et voyez, de tout ça, c'est ça qui va permettre de maintenir fondamentalement comment dirais-je, le non-relâchement. Et puis, parce que j'en ai vraiment la conviction, mais là, c'est peut-être de la psychologie à la petite semaine, l'idée que, en pouvant évoquer ces points avec vos collaborateurs ou avec votre CSE, eh bien, ça permet peut-être de dégonfler ou de relativiser quelques craintes parfois un peu excessives qui ont pu exister. Dernier point, mais un peu parce que derrière tout ça, il y a du droit. Quand on dit qu'il y a du droit, il peut y avoir parfois du contentieux. Juste quelques points. Vous avez peut-être été informé de différentes ordonnances de référé. Vous savez, les ordonnances de référé, ce sont les jugements, les décisions rendues par des juges en urgence qui ont concerné un certain nombre de sociétés, des marques assez connues, hein, Amazon, Market, Carrefour Market, etc. Il y en a eu un petit peu, il y en a eu quelques-unes qui se sont égrenées tout au long du mois d'avril dernier. En gros, c'est quoi? Bien, on est dans des entreprises, dans des grandes entreprises, bien évidemment, où ce travail de concertation préalable, ce travail de discussion, ce travail de réflexion sur les mesures à prendre, manifestement, ne se sont pas passées je dirais, dans un climat tout à fait serein. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a c'est vraiment l'initiative de syndicats ou de CSE assez puissants. Ils ont saisi les tribunaux pour dire on arrête la production, on arrête de travailler. Et là, c'était même avant la reprise. Vous savez, c'était toutes les sociétés qui, Amazon me rappelait, c'était tout ce qui est logistique. On arrête de travailler parce que les mesures de prévention n'ont pas été prises. Eh bien, face à ça, il faut en tirer deux leçons. Si on fait la synthèse de ces différents jugements, c'est même parfois aller en appel, la synthèse, pour aller à l'essentiel, est la suivante. Petit 1, on a fondamentalement des décisions qui sont assez équilibrées. Pourquoi? Petit 1, toutes ces décisions, généralement, ordonnent aux entreprises de revoir justement le fameux document unique d'évaluation des risques et ordonnent aux entreprises de réévaluer ou d'évaluer les risques qui sont liés au travail ou à la reprise du travail dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons. Dans ce cadre-là, après avoir fait ces évaluations, de prendre les mesures qui sont adaptées, qui sont cohérentes. Et dernier point, d'en informer le personnel. Ça, c'est très important. Ces jugements insistent toujours sur la nécessité d'informer le personnel, ce qui n'est pas toujours fait. Là aussi, quand vous avez un CSE, c'est bien, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il faut informer le personnel. Donc ça, c'est le premier point. Donc, premier point plutôt déséquilibrant pour les entreprises, mais second point plutôt dans le sens d'un équilibre, c'est que, et encore en dernier lieu d'un arrêt qui a été rendu le 5 mai dernier, d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille, on n'arrête pas pour autant la reprise et on n'arrête pas pour autant l'entreprise. Et notamment dans le jugement Amazon, qui avait été assez sévère en première instance, en appel, ils avaient autorisé de mémoire la reprise d'un certain nombre de livraisons qui n'étaient peut-être pas forcément ce que l'on peut appeler essentielles. Mais toujours est-il qu'il y avait ce souci, dont on ne peut que se féliciter, des juges de ne pas arrêter, stopper l'activité proprement dite, et en fait d'être un peu en équilibre, c'est-à-dire on continue à travailler tout en évaluant les risques et en prenant des mesures. Donc, ce n'est pas facile, mais au moins on ne s'arrête pas complètement. Donc voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne ces modalités de reprise. Donc vous voyez que ces jugements, encore une fois, ça concerne de très très grandes entreprises, il faut les prendre comme des éléments qui nous éclairent, qui doivent éclairer notre pratique, mais qui montrent bien, et j'en terminerai sur cet aspect-là, qui montre bien que si effectivement
perdure au sein de l'entreprise un stress, une inquiétude, justifiée ou pas, ça va effectivement compliquer, déjà que ça l'est, les conditions de la reprise. Pierre-Jacques, on va Oui, prendre 2 questions qui ont 2 été questions. posées à l'écrit. Doit-on faire signer aux salariés un engagement de prise de connaissance des consignes et de Ah les oui, respecter? tout à fait. Alors, j'ai dû passer un peu vite. Alors, attendez, oui, excusez-moi, j'ai passé un peu vite. Voilà, c'est une très bonne question. Alors, 2 choses. Oui, qu'on ait une trace de ce que la personne a pris connaissance d'un document. Ça, pas de problème. En revanche, il y a certaines entreprises qui sont allées plus loin et qui sont allées, à mon avis, trop loin, parce qu'en fait, ça ne protège absolument pas. C'est de dire, écoutez, vous allez me signer ce document, et dans ce document, vous reconnaissez bien que moi, ma responsabilité d'entreprise ne peut pas être mise en œuvre. Ce genre de document, ça ne sert à rien, parce que ça ne protège pas l'entreprise. Et une entreprise ne peut pas se préconstituer une exonération de responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le salarié aurait signé ce document que l'employeur ne serait pas responsable. Donc, oui, pour justifier que la personne en a pris connaissance, ça c'est très bien, mais non en ce que ça signifierait que l'entreprise n'a plus de responsabilité. Donc voilà, j'espère avoir répondu concrètement. Donc, il faut simplement vous contenter d'un reçu en main propre du document contenant les différentes informations. Mais c'est une excellente question et il est important de pouvoir y répondre de façon Et la concrète. deuxième Oui. question, c'est peut-on consulter le CSE après la reprise, comme ça a été le cas pour l'activité partielle? Alors, l'activité partielle, ça a été le cas parce qu'on a une ordonnance qui est venue nous dire, compte tenu de l'urgence, qu'on pouvait donner un avis sur l'activité partielle dans les 2 mois qui suivent la mise en œuvre de l'activité partielle. Mais cette consultation a posteriori, elle n'est autorisée que pour la mise en place de l'activité partielle. Pour le reste, ce sont des règles générales qui s'appliquent. Et donc, en principe, non. Il faut avoir consulté son comité d'entreprise, vous voyez, les vieux réflexes qui reviennent, son CSE avant, en sachant toutefois qu'on a une ordonnance qui est sortie la semaine dernière, voire même, je crois, cette semaine, je crois que c'est sorti le 4 mai, qui est venue restreindre les délais de réflexion du CSE pour rendre son avis. On est passé de mémoire à 5 jours, je crois. Enfin bref, le CSE doit rendre son avis très rapidement, alors qu'avant, vous savez qu'il avait 1 mois pour rendre son délai. Donc, pour ce résumé, c'est non. Maintenant, on est jeudi 7 mai, vous voulez ouvrir le 11 mai et objectivement, vous n'avez pas consulté votre CSE, etc. J'aurais presque envie de vous dire, faites-le très rapidement, dès lundi, mardi, sans attendre, objectivement. Mais en principe, vous auriez dû le consulter avant. Pas d'autres questions, Vanessa? Non, c'est tout ce qui a été écrit. Parfait. Alors, deux points peut-être encore, enfin, deux autres sujets que je voulais voir avec vous. Je passe ici, c'est le fameux droit de retrait. Alors, j'aurais envie de dire que ce droit de retrait, on l'avait un peu oublié depuis le 15 mars. On s'était beaucoup posé de questions, rappelez-vous, avant le 15 mars, quand il y avait cette espèce d'inquiétude et justifiée, généralisée. Est-ce que je peux continuer ou pas à travailler? Est-ce que j'utilise mon droit de retrait ou pas? Je ne sais pas, je crois que c'était à l'occasion du dernier webinaire. Je crois, j'avais évoqué le cas d'une… Alors, on était début mars, vous voyez, donc il y a très, 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 très longtemps. On était début mars et j'avais eu le cas d'un institut de beauté procédant à des soins d'épilation, etc. Et les salariés de cet institut avaient fait valoir leur droit de retrait de façon parce que très inquiétante en se disant voilà, je suis trop près des clients, etc. etc. Ben, bref. Donc, toujours est-il que effectivement, on s'était posé 46 milliards de questions
avant le 15 mars. Et puis, la chape de plomb du confinement intervient, confinement généralisé. Donc, le droit de retrait, objectivement, n'est pas revenu véritablement au devant de l'actualité. On comprend bien que ce droit de retrait va revenir comme un boomerang à partir du 11 mai. Et le droit de retrait, c'est quoi? Là aussi, il faut lire le texte pour s'en imprégner et pour savoir que ça n'est pas n'importe quoi. C'est le travailleur, vous voyez, c'est le terme du Code du travail, alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont, et c'est là, c'est important, un motif raisonnable de pensée. Motif raisonnable, ça veut dire qu'on n'est pas dans la subjectivité totale. Mais malgré tout, ce qui peut être raisonnable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Mais ce terme est important et je vais y revenir. Dont il a un motif raisonnable qu'elle présente un danger grave et imminent, c'est-à-dire là tout de suite, pour sa vie ou celle d'ailleurs, ou celle des autres. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait par rapport au Covid? Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport au Covid? Je dirais que l'objectif, c'est de limiter l'exercice de ce droit de retrait. Là, je m'adresse à des patrons, et j'ai un discours très, très pro-entreprise, vous l'avez compris. Vous comprenez bien que ce droit de retrait va perturber, alors à tort ou à raison, mais va perturber la reprise. Bien. Et donc, tout l'objectif de ce que je vous ai expliqué et ce que j'ai tenté de vous présenter là depuis qu'on a commencé ce webinaire, c'est justement ça, quel effet notamment, quel objectif? C'est de limiter ce droit de retrait pour rassurer les salariés, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont peut-être pas de motif raisonnable d'avoir à exercer ce droit de retrait. Et l'une des conditions minimales à mettre en œuvre, pour que ce droit de retrait, je dirais, soit limité, c'est que vous soyez en mesure de justifier que vous avez pris toutes les mesures liées au Covid-19. C'est un préalable indispensable. Alors, ça ne signifie pas qu'en les ayant toutes mis, il n'y a pas des gens qui ne pourront pas se plaindre, non. Mais ça, au moins, ça sera un élément fort pour venir limiter les abus du droit de retrait. Avec un deuxième élément qui me paraît important à rappeler. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un motif raisonnable de pensée. Ce motif raisonnable de pensée, on a un moment de vertige parce qu'on se dit, mais c'est quoi un motif raisonnable pour chacun? Ça doit dépendre de la subjectivité de chacun. Eh bien, quand même pas du tout. Parce que ce qu'est venu nous dire la jurisprudence, c'est que l'appréciation de ce motif raisonnable, eh bien, il va dépendre de salariés qui sont propres aux salariés, justement. C'est-à-dire que ça va dépendre de sa qualification, de son expérience, voire des risques qui existent dans son métier. Je suis infirmière ou je suis transporteur, logistique, etc. Eh bien, mais surtout dans le personnel soignant, je sais que dans mon métier est lié à un risque inhérent à l'exercice de ce métier. Et donc, à ce titre-là, sauf si des mesures n'ont pas été prises, je n'ai pas objectivement de motif à faire jouer un droit de retrait parce que mon métier est lui-même, il y a des risques qui sont inhérents à mon métier. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vais l'indiquer, c'est la situation propre au salarié lui-même, sa qualification, son expérience, son état de santé. Et l'exemple que je vais vous donner est le suivant. Alors, c'est un exemple avant Covid, on était sur un chantier, beaucoup de vent, des échafaudages, et puis vous savez, des planches en aluminium là, qui volaient un peu partout. Et là, dans l'équipe, il y avait des ouvriers, grosse ancienneté, pas du tout inquiets parce qu'ils connaissaient ça depuis longtemps. Ils avaient une vraie expérience de cette situation. Et puis parmi eux, un plus jeune qui voit ses planches voler, qui prend peur et qui s'en va. Et qui va voir son employeur et qui dit j'exerce mon droit de retrait. Et l'employeur dit non, vous voyez bien que vos collègues, eux, ils n'ont pas peur, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Et bien l'employeur a eu tort. Parce que ce salarié, parce que justement c'est quelqu'un qui avait une faible expérience, qui n'avait pas forcément une grande qualification,
eh bien, avaient des motifs raisonnables d'avoir peur, alors que des gens plus blanchis sous le harnais, si vous me permettez l'expression, eux étaient moins inquiets. Donc, vous voyez, il y a quand même une dimension subjective, mais qui va tenir compte des paramètres propres à chaque salarié. Ça, c'est important parce que ça va peut-être vous permettre dans vos entreprises respectives de pouvoir tenir des discours vis-à-vis des salariés qui viennent évoquer devant vous un éventuel droit de retrait et de faire jouer peut-être leur expérience ou leur inexpérience et de pouvoir au cas par cas apprécier s'il y a un caractère abusif ou non de ce droit de retrait. Avec, quand on parle bien sûr du droit de retrait, eh bien, quelques questions en pratique. Alors, comment dirais-je, quelques questions, la différence, vous l'avez bien compris, entre grève et droit de retrait. La première, c'est que les grèves, ça porte sur des revendications, il y a un caractère nécessairement collectif, et puis quand on est en grève, on n'est pas payé. Alors que le droit de retrait, vous l'avez compris, on est plus sur une appréciation individuelle, même si vous pouvez être plusieurs, avoir plusieurs salariés qui ont peur en même temps, mais fondamentalement, c'est un exercice individuel. Et puis la grande, comment dirais-je, la grande distinction avec la grève, puisque je m'arrête de travailler, puisque quand je suis en droit de retrait, je m'arrête de travailler, c'est que je continue à être payé. Et donc là, vous voyez bien toute la problématique qu'il y a. Qu'est-ce que je fais, moi, entreprise, face à un salarié qui arrête de travailler parce qu'il me dit qu'il a peur et que je dois continuer à payer. Donc là, bien évidemment, doit s'exercer, au moins dans un premier temps, surtout en cette période, un vrai dialogue. Et d'abord, vous assurez-vous que vous avez déjà pris au moins les premières mesures pour le rassurer. Et donc, la deuxième question, mais qui est terrible, c'est est-ce qu'un salarié peut exercer son droit de retrait alors même que vous avez mis en place toutes les mesures qui existent? Ben oui, quand même, bien évidemment. Mais il est clair que son droit de retrait sera sûrement bien moins, comment dirais-je, bien moins légitime et vous aurez sûrement des moyens de le convaincre de mettre un terme à ce droit de retrait si vous justifiez de tout ce qu'on a dit, de tout ce que l'on a dit tout à l'heure. Et puis s'il persiste, eh bien, il y a effectivement au cas par cas un risque à prendre. Eh bien, écoutez, nous, j'estime que votre droit de retrait il est abusif. Et donc, vous voyez les conséquences, eh bien, vous êtes en absence à justifier. Donc, voilà, on part dans des choses qui sont un peu compliquées et qui sont source de conflits pour l'entreprise. Mais voilà un peu par rapport à ce droit de retrait. Et donc, vous voyez que face à ce droit de retrait, eh bien, tout le travail que vous aurez fait en amont, c'est quelque chose qui va être très utile pour votre entreprise pour justement en limiter l'exercice et surtout en limiter les effets, bien évidemment, ou du moins en limiter comment dirais-je, un développement trop important au moment de la reprise de cet exercice de retrait. On a deux Bien. questions par Oui, rapport au droit de retrait. oui. Le salarié peut-il exercer son droit de retrait en raison du risque encouru dans les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail? Alors, à mon avis, ça ne rentre pas, on n'est pas dans la responsabilité de l'entreprise là. Le droit de retrait, ça existe sur ses conditions de travail et pas sur le fait qu'il a peur par rapport à son déplacement. Je pense que là, il y a une extension du droit de retrait qui ne concerne pas l'entreprise. Donc, Et c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que c'est une vision trop extensive trop extensive du droit de retrait parce que là, l'employeur, il a aucun moyen. On le rend responsable de quelque chose sur lequel il n'a aucune marge de manœuvre et aucun moyen d'action. Et donc, objectivement, je ne pense pas que l'on puisse, dans ces cas-là, faire part de son droit de retrait. deuxième question, peut-on payer le salarié qui a exercé son droit de retrait en activité partielle? Euh, alors, s'il est en activité partielle totale, c'est incompatible, parce que l'activité partielle totale, c'est ne pas travailler du tout, du tout. Donc, il ne peut pas y avoir de danger. Donc, c'est une contradiction. Je pense que la Non, à mon question… sens, la question, elle était plutôt le passer a posteriori en activité partielle pour justement éviter la problématique de payer le salarié alors qu'il a Ah oui, exercé son droit de retrait. ça c'est un exercice détourné de l'activité partielle.
Parce que soit je peux justifier de l'activité partielle dans le cadre normal, c'est-à-dire risque, chute du chiffre d'affaires, chute des commandes, etc., etc. Et là, je suis dans le cadre qu'on connaît de l'activité partielle. Soit je suis dans le cas qui est en application depuis, qui est une autre thématique, une thématique pas simple, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui est la thématique des arrêts de travail. Et qui est, vous savez que c'est les fameux AMGE, arrêt maladie, garde d'enfants, qui étaient jusqu'au 30 avril traités par la caisse primaire d'assurance maladie et qui, depuis le 1er mai, doivent être traités au titre de l'activité partielle. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait de demande d'activité partielle, mais que vous avez un salarié qui justifie qu'il n'est pas en mesure de travailler parce qu'il doit garder des enfants, eh bien, il va falloir faire pour lui une déclaration d'activité partielle. C'est ce qu'on appelle l'activité partielle individuelle. Il n'y a que ces deux cas. Je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir un lien direct. Alors après, ça peut être une question de discussion, et dans la vraie vie, c'est bon, je vous mets en activité partielle, et puis je ne veux plus entendre parler de droit de retrait. Bon. Mais ce n'est pas la réponse adéquate. Voilà. C'était tout pour les questions. C'était tout pour les questions. Alors, dernière, comment dirais-je, alors un point aussi toujours sur le droit de retrait, faire appel au médecin du travail quand vous êtes soumis à cette… Oui, c'est une bonne idée, les services de santé, ça peut être un élément pour rassurer le salarié ou vous rassurer vous-même. N'hésitez pas, les services de santé au travail, là, ils ont fait de gros efforts pour se réorganiser. Moi, je pense que ça peut être pertinent de les appeler et pour au moins avoir, j'aurais presque envie de dire, le poids de la faculté ou la légitimité de la faculté venant dire non, écoutez, voilà, là-dessus, il n'y a pas de risque particulier. Donc, oui, le médecin du travail me paraît un élément important. Est-ce que l'employeur peut exiger un préavis du salarié qui va exercer son droit de retrait? Non, bien évidemment. Il y a un effet immédiat. Je m'en vais tout de suite. Je dois prévenir, quel que soit le moyen, mais il y a un effet immédiat. Donc, il n'y a pas de préavis. C'est dans la minute que le droit de retrait doit se jouer. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, un point important toujours sur le droit de retrait, qui est une source comment dirais-je, une source importante de casuistique et parfois de difficultés sur le terrain, c'est que ce droit de retrait, un salarié ne peut pas dire a posteriori, ah ben dites, je ne suis pas venu là parce que j'avais peur il y a une semaine. Et en fait, j'étais en droit de retrait. Non. Le droit de retrait, ça se fait au moment où on quitte l'entreprise. C'est dans le même temps. Le salarié ne peut pas partir et puis 24 heures après, voire plusieurs heures après, venir dire j'ai exercé mon droit de retrait. Non, ça n'est pas possible. Le droit de retrait, c'est par tout moyen, un SMS à l'employeur, un coup de fil, n'importe quoi, des propos. Je m'en vais, j'ai peur. Voilà. Mais ce n'est pas je suis parti parce que j'avais peur. Ce n'est pas possible. Voilà, donc ça c'est important aussi parce qu'on a vu un certain nombre d'entreprises confrontées à des questions et à des situations de justification a posteriori qui, vous l'avez compris, ne sont souvent pas très, très sérieuses. Dernier point, si vous le voulez bien, dans le cadre de la reprise, eh ben le télétravail. Alors pourquoi je parle du télétravail? Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le protocole de déconfinement, et puis dans tout ce qu'on entend partout, on continue à nous dire privilégier le télétravail qui est devenu une nouvelle forme de travail, une généralisation qu'on n'avait pas forcément complètement anticipée. Et donc pour ce télétravail, quelques problématiques qui me paraissaient intéressantes d'exposer en rappelant préalablement quelques principes. Le premier, c'est que est-ce qu'il faut l'accord du salarié pour le télétravail? Je vais d'abord vous répondre oui, puis après non. Mais en temps normal, oui, le télétravail a un caractère volontaire. Ça ne peut pas être imposé à un salarié. Et le télétravail n'est possible qu'en utilisant ce qu'on appelle les NTIC, ou les nouvelles techniques d'information. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est à ne pas confondre avec le travail à domicile.
le travail à domicile, alors qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a existé quand même, enfin, qui est encore une petite. Il y a quelques discussions dans le code du travail à ce sujet-là. C'est la couturière qui est salariée d'une entreprise et qui va coudre des masques, par exemple, chez elle. Ce n'est pas du télétravail, c'est du travail à domicile qui répond à un certain nombre de, comment dirais-je, de dispositions tout à fait spécifiques. Il y a une rémunération qui est forfaitaire, etc., etc. Donc, c'est pas ça. Le télétravail, c'est vraiment faire ce que je pourrais faire au bureau, eh ben, je le fais chez moi grâce aux outils modernes. Et donc, c'est important, vous voyez ce que je vous ai indiqué, c'est un travail qui pourrait être exécuté aussi bien en entreprise qu'en dehors de celui-ci. Toujours, comment dirais-je, toujours à propos de ce télétravail, on avait un peu oublié que le télétravail, vous savez, a fait l'objet comment dirais-je, d'un toilettage dans les ordonnances Macron. Et il se trouve que les ordonnances Macron avaient prévu, c'est dingue comme parfois les législateurs font preuve de préscience et lit parfois dans la boule de cristal, il était prévu qu'en cas de pollution, d'épisode de pollution ou de pandémie, et là on se demandait mais pourquoi on n'imaginait pas ce qui se passe aujourd'hui, eh bien l'employeur pouvait imposer du télétravail pour garantir la continuité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Et là, dans ce cadre-là, vous voyez, c'est ce que j'indique sur le document que vous avez. Eh bien, dans ces cas-là, eh bien, ça s'impose complètement aux salariés. On parle de circonstances exceptionnelles. Vous voyez, c'est un article qui date de 2017. Et donc, quand on dit ça, et quand on dit c'est considéré comme un aménagement du poste de travail, eh bien, je le reformule de façon plus directe, ça veut dire que ça s'impose aux salariés. Ça veut dire que le salarié ne peut pas dire bah, attendez, non, moi je ne peux pas faire de télétravail parce que chez moi, ce n'est pas pratique, que je n'ai pas envie, j'ai 3 enfants dans les pattes. Non, 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 non. Ça s'impose. Ça s'impose et le salarié ne peut pas refuser. Et vous avez compris que quand un salarié ne peut pas refuser, ça veut dire que s'il refuse, il se met dans une situation et qui est à risque quant à la pérennité de son travail. Donc ça, c'était vraiment important de le rappeler, c'est-à-dire que la position du ministère qui est de privilégier le droit du travail, eh bien, c'est simplement rappeler aux entreprises qu'elles ont ce moyen d'imposer le télétravail. Alors, ça s'est fait un peu naturellement depuis le 15 mars, mais ça peut continuer à se faire parce que je pense qu'on est toujours dans une situation de travail exceptionnel, de situation, de circonstances exceptionnelles qui peuvent imposer de continuer, alors pas forcément pour certains, mais d'imposer le télétravail. Alors, quelques rappels aussi en ce qui concerne le télétravail, mais j'aurais envie de dire dans sa formule ancienne, en quelque sorte. Ça pouvait se mettre en place soit par un accord collectif, soit par une charte. Une charte, c'est quoi? C'est un document qui est rédigé tout simplement par l'employeur et soumis à l'appréciation ou à l'avis, favorable ou non d'ailleurs, du CSE. Et puis, ça peut aussi se faire par un échange de courriels entre l'employeur et le salarié. Là-dessus, les choses, on a complètement allégé le formalisme de la situation, sachant que dans toutes les chartes, alors vous en avez peut-être déjà dans vos entreprises, il y a un certain nombre de, comment dirais-je, un certain nombre de dispositions qu'il faut impérativement mettre quand on fait une charte. Là, je vous ai listé, vous pourrez les reprendre une par une pour voir si votre charte répond à toutes ces préoccupations, à toutes ces dispositions. Mais comme je l'indiquais aussi, charte, accord d'entreprise, c'est très bien, mais ça peut aussi se faire par un simple échange de courriel pour dire, écoutez, voilà, vous vous mettez en télétravail. Je pense que dans le cadre où on est aujourd'hui, le conseil est peut-être aux entreprises de dire, écoutez, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, vous êtes en télétravail. Pourquoi je dis ça? Pour que vous puissiez à tout moment, en fonction de votre organisation, en fonction de ce que vous souhaitez, eh bien, vous puissiez soit mettre un terme au télétravail, soit au contraire, mettre en place du télétravail ou maintenir un certain nombre de collaborateurs comment dirais-je, en télétravail pour pouvoir, comment dirais-je, continuer l'activité.
Alors là aussi, en ce qui concerne comment dirais-je, le télétravail, je vous ai mis un certain nombre de, comment dirais-je, un certain nombre d'éléments pour vous rappeler le télétravail, en sachant que aujourd'hui, il faut l'adapter à la situation. C'est-à-dire que dans le temps, avant le 15 mars, en période normale, le salarié peut demander à télétravailler, mais l'employeur n'est jamais obligé de dire oui à une demande de télétravail. C'est l'employeur qui décide. La seule contrainte qu'on lui donne à cet employeur, c'est de répondre en motivant sa réponse. Ben voilà, je ne peux pas pour des raisons de sécurité informatique, je ne peux pas parce que votre métier ne se prête pas à faire du télétravail. Donc, il faut une réponse motivée. Soyez attentifs dans la réponse motivée. Évitez des réponses qui toucheraient de près ou de loin la vie personnelle, familiale du salarié. Voilà, je pense notamment à quelqu'un qui veut faire du télétravail et dont on sait que, pour le coup, il habite il pourra peut-être pas forcément travailler dans des conditions les plus optimum et les plus sereines possibles, notamment parce que charge d'enfants importante, etc., etc. C'est peut-être pas notre conseil, c'est peut-être pas des motivations à retenir. Toujours est-il que là, je me plaçais dans l'hypothèse d'avant. L'hypothèse d'aujourd'hui, c'est que avec le Covid, je peux imposer je peux imposer aux salariés d'être en télétravail. Et vous rappelez que ce n'est que si le télétravail n'est pas possible que ce salarié pourra éventuellement bénéficier d'arrêts de travail dérogatoires. Vous savez, les arrêts de travail dérogatoires Covid, c'est tout ce qui est lié au fait qu'on doit garder des enfants, etc. etc. Là-dessus, il y a un point qui est intéressant, c'est le position du ministère que je vous ai mise qui invite, en fait, comme c'est naturel, invite les entreprises à faire preuve de dialogue avec les salariés pour savoir, en gros, qu'est-ce qui est le plus efficace par rapport au télétravail. Peut-être maintenant, pour terminer, quelques questions, j'y ai déjà d'ailleurs plus ou moins répondu. Le salarié peut-il refuser la mise en place du télétravail en temps normal? Oui, on ne peut pas l'imposer puisque c'est un principe de volontariat. Aujourd'hui, non, puisque au nom des circonstances exceptionnelles, on peut imposer ce télétravail. Et donc, à contrario, l'employeur peut-il refuser la mise en place du télétravail? C'est l'employeur qui décide. C'est lui qui a absolument la main. Il n'est jamais obligé de se soumettre à ce que souhaiterait le salarié. Mais vous imaginez bien que face à cette position peut-être un petit peu rigide, le dialogue, la concertation peut permettre parfois d'arrondir les angles. Dernier point que je voudrais juste évoquer pour en terminer, c'est les écueils à éviter à la poursuite du télétravail. Je vous en touchais 2 mots. Bon, considérons qu'aujourd'hui, depuis le 15 mars, on est dans une situation d'urgence. Peu d'entreprises, et c'est assez normal, sauf celles qui avaient fait des superbes chartes ou qui avaient passé des accords de façon très, 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 très précise, s'étaient beaucoup interrogées sur les conditions de travail au télétravail. En gros, on voyait plus le télétravail comme une sorte d'avantage pour les salariés. Pas de transport, se retrouver tranquillement chez soi plutôt que d'être dans le bureau. Bref, c'était plutôt vécu par les entreprises comme un plus qu'on donnait aux salariés. J'en ai vraiment la conviction. Je pense que la façon de considérer le télétravail pour les entreprises a changé. Et donc, quand on était dans le modèle d'avant, en gros, on ne se posait pas trop la question de savoir si le salarié, pendant son jour de télétravail, il était vraiment trop connecté, s'il avait vraiment une surcharge de travail. En gros, pour faire simple, bon, écoutez, vous n'allez pas vous plaindre, vous êtes chez vous, au chaud. Vous travaillez, c'est déjà bien que je ne vous demande pas de venir. J'ai accepté que vous fassiez ça chez vous. Bon. Ça, j'ai envie de dire que c'est l'ancienne vie. C'est les anciennes méthodes, c'est les anciens raisonnements d'avant le 15 mars. Aujourd'hui, et c'est juste sur ce point que je voudrais vraiment en terminer, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de salariés qui passent un temps, j'aurais presque envie de dire, infini en télétravail.
Et donc là, il faut avoir une sorte d'alerte, de warning pour les entreprises. Cette situation perdurant, et si elle perdure, là, pour le coup, il va falloir vraiment se préoccuper des conditions de travail du salarié en télétravail. Ça veut dire quoi? Se préoccuper que les temps de travail soient respectés, que les temps de déconnexion soient respectés, que les, les, les conditions de travail, que ce soit lié à la qualité de l'Internet, que ce soit lié à la qualité du matériel, soient vraiment respectées. Bref, une nouvelle responsabilité, alors c'est peut-être une note un peu sur laquelle je termine, va être pour les entreprises de se préoccuper un peu plus de la façon dont travaillent leurs salariés en télétravail, parce que ça devient presque, ou ça deviendra peut-être, un mode de travail qui va sûrement se généraliser, ou en tout état de cause, qui va prendre une importance qu'il n'avait pas avant. Et donc, à partir de là, on retrouve ce qu'on disait au début, l'obligation de prévention, c'est quoi l'évaluation des risques professionnels, etc., etc. Je ne veux pas vous refaire le webinaire. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous proposer comme observation. Vanessa, peut-être de votre côté? On a des petites questions. Oui, Donc, l'employeur doit-il équiper ses collaborateurs en télétravail? Et le pendant, c'est quels sont les frais que va devoir assumer l'employeur, chauffage, électricité, ouais. donc l'indemnisation du salarié propre au télétravail. Alors ça, c'est aussi une bonne question. Première question, le matériel, clairement, c'est le matériel de l'entreprise. C'est le matériel de l'entreprise. D'abord parce que c'est de la responsabilité de l'entreprise. Rappelez-vous, le télétravail, c'est ce que le salarié pourrait faire s'il était dans les bureaux. Le salarié ne vient pas avec son portable perso, avec comment s'appelle, son book, j'ai oublié le nom, son book Air, dans le bureau. Il utilise les biens matériels de l'entreprise. Donc, je crois que là-dessus, il ne faut pas mégoter. Le télétravail, ça se fait avec du matériel qui est fourni par l'entreprise. À cela s'ajoute une seconde raison. Alors je ne suis pas informaticien, mais qui est que ça sera souvent un matériel qui sera contrôlé par l'entreprise, qui aura un accès direct au VPN de l'entreprise, etc. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Et il est clair que ça sera un matériel qui sera paramétré, qui sera véritablement fait pour travailler, même s'il peut être utilisé à des fins personnelles une fois qu'on s'est déconnecté de l'entreprise. Donc, concrètement, c'est le matériel de l'entreprise. C'est très clair. Et en plus, ça évitera ensuite qu'on vienne vous réclamer des remboursements de co-caisse. Et idem en ce qui concerne l'imprimante, en ce qui concerne le papier, etc. etc. Bien. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, en ce qui concerne, oui, les frais d'électricité, les frais de... Bon, bref. Là-dessus, sachez que cette disposition était obligatoire dans le cadre d'un ANI. Un ANI, c'était un accord national interprofessionnel en 2008 qui était venu dire qu'il faut prévoir une indemnisation pour le salarié. Ça n'a pas été repris par la loi, mais pour autant, la loi n'a pas interdit ou n'a pas fait obligation de cette indemnisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement, dans une charte, indiquer qu'il n'y aura pas d'indemnisation parce que finalement, objectivement, c'est quoi l'indemnisation? Alors parfois, comme on fonctionne sur des forfaits, quand on fonctionne sur des forfaits, effectivement, on ne voit pas en quoi l'utilisation de l'Internet pour faire le bureau augmente les frais. Donc, mon opinion est la suivante. J'avais une opinion assez tranchée avant le 15 mars et la recommandation était de dire non, pas d'indemnisation. Et dans notre charte, je ne mets pas d'indemnisation parce que ça répond à rien. Quelqu'un qui fait une journée de travail par semaine, voire un petit peu plus au cours de la semaine ou un petit peu plus au cours du mois, il n'y a pas lieu d'indemnisation. Ça peut éventuellement être l'objet d'une négociation avec mon CSE ou avec mes délégués syndicaux qui, et dans le cadre d'un compromis, j'accepte de verser un peu quelque chose. Maintenant, la question, elle est un peu différente. C'est que si le télétravail devient généralisé et que finalement la personne ne met quasiment plus les pieds dans l'entreprise, là, pour le coup, ça va avoir comme conséquence un vrai bouleversement en continu de son domicile, avec peut-être la nécessité de mettre en place, de consacrer une pièce complète au travail, etc. Et là, je pense qu'on change un peu on change un petit peu de logique. Et à cela, je n'ai donc pas de réponse, j'ai simplement
deux éléments d'information quand même à rappeler. Le premier, c'est qu'on parle de frais. Et donc, ces frais, il faut les justifier. Ça ne peut pas être une rémunération supplémentaire. Donc, vous voyez la notion de justification de frais, des frais d'électricité, etc. Là, je pense que la première réponse à indiquer à un salarié, c'est de dire, attendez, comment est-ce qu'on détermine les frais que vous pouvez avoir en faisant du télétravail chez vous? Je mets de côté le télétravail quasi permanent, mais d'une façon générale. Deuxième élément, quand malgré tout, on veut trouver une solution, sachez qu'il existe un barème frais de télétravail qui est publié par l'URSSAF et qui, de mémoire, dans la limite de 50 € par mois, permet de verser une somme forfaitaire. L'intérêt quand on a un barème URSSAF, c'est que les risques de redressement sont moindres, mais il y a toujours quand même cette nécessité de justifier qu'effectivement on est en télétravail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une, comment dirais-je, ça n'est plus une obligation, mais une obligation formelle prévue par la loi, mais ça devient un sujet qu'il faut pouvoir traiter quand on est dans du télétravail qui va se pérenniser. Voilà la réponse un peu compliquée que je vous donne, mais qui est le résultat de la complexité d'aujourd'hui. Deuxième question, des mesures sont-elles à prendre en cas d'activité partielle pendant une période de télétravail? Ben non, je ne vois pas objectivement. Le télétravail, justement, il n'y a pas de risque par rapport au Covid. Donc non, il n'y a pas de. Concrètement, je ne vois pas. Justement, l'intérêt du télétravail, c'est de ne pas avoir à se poser la question du présentiel et donc de ne pas avoir à se poser le problème de la contamination. Donc ma réponse est non. En revanche, comme je l'ai indiqué, en soi, Covid ou pas, il faudra à un moment donné, alors je dis il faudra parce que c'est peut-être pas forcément aujourd'hui l'urgence, mais ça le sera sûrement demain quand toute cette période sera revenue un peu plus de calme, mais qu'on continuera à faire beaucoup de télétravail, il faudra quand même se poser la question de évaluer mes risques en télétravail. Voilà. Et puis, il faut aussi bien déterminer les plages du télétravail Ah ben par oui, rapport à oui, l'activité partielle. Voilà, ça c'est Vanessa a 1000 fois raison. Et ça, c'est un vrai problème, hein. Allez dire à vos cadres en forfait jour qu'ils doivent se connecter à 9 h du matin et finir pas après 19 h, on est dans l'impossibilité totale. Donc là, et comme il y a un traçage de tout, c'est une vraie difficulté auquel toutes les entreprises sont confrontées. Alors face à ça, il y a deux solutions. Ou on se dit, on verra bien, et on jette un voile pudique sur ce qui se passe, ou on donne malgré tout un certain nombre de consignes. Et moi, je trouve que l'idée d'une entreprise qui, à ses télétravailleurs, vient dire, bon, écoutez, voilà, je dois pouvoir, moi, employeur, vous connecter entre telle heure et telle heure. Même si je suis un forfait jour, même si je suis un cadre dirigeant, peut-être pas cadre dirigeant, mais un forfait jour, je pense qu'il faut le faire. Deux, je vous rappelle le droit à la déconnexion. Et puis trois, par exemple, vous n'avez pas à répondre à des mails en dehors de vos plages habituelles de travail. Voilà. Tout ça, c'est les préoccupations que vous devez avoir. Et tout ça, ce seront des éléments qui rendront plus difficile. Objectivement, à quoi ça sert tout ça? Ça rend plus difficile le fait qu'un jour, vous ayez un retour de bâton de la part de tel ou tel collaborateur qui viendrait se plaindre d'une surcharge de travail. Dernière question, un Oui. salarié peut-il légalement rester seul dans les locaux de l'entreprise alors que ses collègues sont en télétravail et du coup peut-il exercer son droit de retrait? Eh oui, le fameux collègue tout seul Le travailleur isolé. qui est le travailleur, qui est le travailleur isolé. Alors là, il faut reprendre, comment dirais-je, à la base les principes et essayer de les appliquer au cas d'espèce. Est-ce qu'il y a un motif raisonnable? Alors c'est sûr que si la personne est toute seule face à une machine où il faut surveiller, je ne sais pas moi, il faut qu'il y ait 2 points d'attention en permanence, sinon il y a une scie qui part et qui peut couper des mains. Il est sûr que là-dessus, ce n'est pas possible. En revanche, je pense que cette obligation de travailleur isolé, elle tombe un peu. Alors, face à ça, euh, ben, si c'est une préoccupation, et c'est ce que prévoit d'ailleurs c'est ce que prévoit le gouvernement dans le déconfinement, il y a le roulement. C'est-à-dire que vous n'êtes, s'il y a une crainte légitime d'une forme de solitude et d'isolement, c'est peut-être pas toujours le même salarié que vous allez laisser isoler. Donc, s'il y a un tour de bête, si vous me permettez
pression, là, clairement, je pense que ça permettra de faire mieux passer l'isolement du dit salarié. Mais on va se retrouver dans des situations comme ça, c'est très clair. Si vous voulez, je crois que la vraie question, c'est s'il y a un danger physique construit, déterminé, réel, clairement, il faut éviter. Enfin, je crois que là-dessus, il y a pas, c'est le bon sens qui le commande. Si on est plutôt dans le pauvre, il va se retrouver tout seul dans 500 mètres carrés dans un immeuble vide, j'exagère bien évidemment, que ce soit peut-être pas toujours le même, qu'il soit tout seul. Voilà. C'était la Dernière dernière question. question. Voilà, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Écoutez, en tous les cas, merci de votre attention et heureux d'avoir pu animer avec Vanessa ce webinaire. Merci à vous, Pascal, pour la dimension technique qui, sans elle, n'aurait pas fonctionné. Merci à vous tous et écoutez, sûrement de prochaines informations de la part de votre MEDEF et à nouveau vraiment comment dirais-je, un vrai souci de notre MEDEF de soutenir comme il peut les entreprises parce qu'on est dans une période difficile. Merci à vous pour votre attention et sûrement à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.